Si tu imagines un prisonnier comme dans les films, tu le visualises probablement avec une combinaison orange. C'est bien le cas aux États-Unis, mais il n'en a pas toujours été ainsi. À l'origine, les prisonniers américains portaient des uniformes à rayures noires et blanches. C'est au début du XXe siècle que les choses ont commencé à changer. Et remplacer ce motif par autre chose était un moyen d'empêcher toute association possible avec un éventuel gang. Les combinaisons oranges sont apparues dans les années 70. Les détenus ne les portent pas toujours, seulement lorsqu'ils sont transférés ou lorsqu'ils sortent. Pourquoi donc? Pour une meilleure visibilité. En portant de l'orange vif, un détenu ne peut pas s'échapper et se perdre facilement dans la foule. Bon, poursuivons avec les uniformes. Les astronautes, par exemple, portent toujours du blanc. Et il y a une bonne raison à cela. L'espace n'est pas l'endroit le plus sûr. Et les températures y sont extrêmes, passant d'une chaleur accablante à un froid glacial. Le blanc est la couleur qui reflète le mieux la chaleur. Et c'est excellent pour les systèmes de refroidissement et de chauffage d'une combinaison spatiale. Et le dernier point, dans l'obscurité de l'espace, le blanc est la couleur la plus visible. C'est donc un atout non négligeable. Ok, tout ça c'est logique, mais alors pourquoi les pompiers ne portent-ils pas du blanc pour réfléchir la chaleur? Eh bien, quand tu es entouré de flammes, la couleur de l'uniforme ne fait pas une grande différence. Et le problème avec le blanc, c'est qu'il se couvre vite de cendres et de poussière, de sorte qu'il ne reste pas blanc bien longtemps. Avec le noir ou le marron, il n'y a pas de tel problème, ou du moins, ça ne se voit pas tant que ça. Les pompiers ont aussi des bandes réfléchissantes sur leurs uniformes, ce qui les rend plus visibles. La prochaine profession qui vient à l'esprit est celle des policiers. Et quelle couleur portent-ils? Eh oui, du bleu foncé. Cette couleur était déjà en vigueur dans les rangs de la maréchaussée dès le début du 19e siècle au Royaume-Uni. L'uniforme était bleu pour qu'il soit facile de distinguer les policiers des soldats, qui portaient du blanc et du rouge à l'époque. Lorsqu'un service de police a été créé aux États-Unis quelques décennies plus tard, il a suivi la même tradition. Il est intéressant de noter que la teinte de l'uniforme n'a jamais changé. Il s'avère que c'est une couleur très pratique. On ne distingue pas les taches dessus. Elle présente aussi l'avantage de rendre les forces de l'ordre moins visibles la nuit. Les travailleurs médicaux portent généralement des uniformes d'une nuance de bleu ou de vert, le blanc se faisant de plus en plus rare. Il y a une raison à cela. Avant le XXe siècle, le corps médical portait souvent des vêtements ordinaires, même lorsqu'ils effectuaient des opérations chirurgicales. Avec le développement de la médecine, les gens ont commencé à accorder plus d'importance à un milieu stérile. Ils ont donc commencé à porter un uniforme. Au début, il était blanc pour signifier la pureté et l'hygiène. Mais le problème était que certaines tâches étaient extrêmement difficiles à laver. La couleur blanche devenait vite très verdâtre. Il était donc logique de rendre cet uniforme vert ou bleu. Il y avait aussi une autre raison. Les chirurgiens se concentrent surtout sur la couleur rouge pendant leur travail. Le bleu et le vert se trouvent exactement du côté opposé du spectre. Donc, si tout le reste est bleu verdâtre, le rouge ressort encore davantage. Pourtant, c'est une erreur de penser qu'ils portent tous exactement la même couleur. Dans de nombreux hôpitaux de par le monde, les différents services sont codés par couleur, pour ainsi dire. Cela signifie que les différents départements et corps de métier portent des blouses de différentes couleurs. Cela permet au public et autres médecins de comprendre facilement qui est cette personne et de faire tout de suite la différence entre les infirmiers, les médecins et les chirurgiens. Cela aide à adresser une demande spécifique à la bonne personne. Mais le détail le plus curieux de la tenue des infirmiers, c'est probablement leurs mocassins. Pourquoi affectionnent-ils ce type de chaussures? Eh bien, il s'avère qu'elles sont plus faciles à nettoyer et à stériliser. La mousse plastique dont elles sont faites peut être lavée à la main ou à la machine. Et la chaussure ne sera absolument pas endommagée. De plus, elles sont évidemment douces, confortables et bien aérées, ce qui en fait les meilleures chaussures pour des personnes qui passent toute la journée debout. Tu t'es déjà demandé pourquoi la plupart des médecins ont une écriture aussi négligée? Non, on ne donne pas de cours spécial à cet effet dans les facultés de médecine. La raison pour laquelle le phénomène est si courant est que les médecins sont souvent pressés et qu'ils écrivent aussi vite que possible. Ils n'ont donc pas le temps de se soucier de leur style d'écriture. N'oublie pas non plus que tu n'es pas la seule personne pour laquelle ils écrivent une ordonnance ce jour-là. Les médecins font beaucoup de paperasse, parfois pendant 10 heures d'affilée. Et ils sont tout simplement trop fatigués la plupart du temps pour se préoccuper de la calligraphie. Dans la plupart des pays, les robes de mariée sont blanches. Mais cette tradition n'est pas aussi ancienne que tu pourrais le penser. Jusqu'au 19e siècle, les robes de mariée étaient de n'importe quelle couleur. En gros, la mariée se contentait d'aborder sa plus belle robe. Souvent, elle n'était pas blanche. Vois-tu, à l'époque, sans eau courante, le blanc n'était pas la couleur la plus pratique.
Les femmes de l'aristocratie se mariaient souvent en rouge. C'est la reine Victoria, en 1840, qui a bousculé la tradition en se mariant dans une robe blanche. C'était assez mal vu au début, car le blanc était associé au deuil, et n'était donc pas une couleur très festive. Pourtant, moins d'une décennie plus tard, le blanc s'est trouvé plus largement accepté et a commencé à être associé à la pureté et à l'innocence. Toujours au sujet des mariages. Généralement, les bagues de fiançailles et de mariage se portent à l'annulaire. Et la tradition remonte à l'Égypte, la Grèce et la Rome antique. Les gens portaient leurs bagues à ce doigt car ils croyaient qu'il s'y trouvait une veine particulière qui menait directement au cœur. Cela signifiait que le cœur de la personne en question était pris. À l'origine, l'anneau était porté sur la main droite, car les gens pensaient que la main gauche était la moins vertueuse. Certaines cultures ont fini par changer de main bien plus tard, et dans certains pays, les gens portent leur bague de fiançailles sur la main droite avant le mariage, puis la changent de main après. La seule constante, c'est l'annulaire. Nous savons maintenant qu'il ne s'y trouve pas de veine menant droit au cœur, mais la tradition perdure. Presque partout dans le monde, le rose est considéré comme une couleur de fille, et le bleu est traditionnellement une couleur de garçon. On s'est demandé pourquoi il en était ainsi, et on a fait un peu de recherche. Il s'avère qu'à l'origine, c'était l'inverse. En tant que couleur plus forte, le rose était associé aux garçons, et le bleu, en tant que couleur plus douce, était attribué aux filles. C'est après que les couleurs ont été réaffectées, car le rose était considéré comme une nuance de rouge romantique. Au XIXe siècle, les premiers mouvements féministes ont presque mis fin à l'assignation des couleurs aux gens. Puis sont venues les années 1960, lorsque la médecine a appris à déterminer le sexe des futurs bébés et qu'on a commencé à organiser des fêtes autour de ce thème, les fameuses Gender Reveal Parties. Les entreprises ont compris qu'elles pouvaient gagner beaucoup d'argent en vendant des articles roses et bleus liés au sexe de l'enfant. Et c'est ainsi que s'est établie la règle, le bleu c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles. La saveur framboise bleue, ou plutôt la framboise ordinaire, car les framboises bleues n'existent tout simplement pas. Mais pour une raison quelconque, il existe des boissons glacées aromatisées à la framboise qui sont bleues. Comment cela se fait-il puisque le fruit lui-même est rouge ? Eh bien, pour des raisons pratiques et pour rendre les choses moins confuses. Imagine que tu produises un paquet d'Esquimaux et que tu attribues des couleurs aux saveurs. Un produit aromatisé à la pomme sera probablement vert. Un produit au citron sera jaune. C'est facile. Ensuite, il y a la fraise. Donc, elle devrait être rouge. Il y a aussi la cerise. Eh bien, encore du rouge. De la pastèque, rouge. Et maintenant la framboise, rouge une fois de plus. Attends, 4 rouges, c'est trop de rouge. Comment les gens vont-ils les distinguer ? Ainsi, certaines glaces à la framboise sont devenues bleues. D'où l'origine de cette saveur fantaisiste. Ok, maintenant le mystère des œufs. Par exemple, pourquoi certains sont blancs et d'autres bruns ? Et de quoi cela dépend-il ? Apparemment, la couleur dépend de la race de la poule. Les poules blanches pondent généralement des œufs blancs, les poules brunes des œufs bruns. Mais même des poules de la même race peuvent pondre des œufs de couleurs différentes, en fonction des gènes de la poule en question. Si tu te demandes s'il existe une différence entre les œufs bruns et blancs, la réponse est non. C'est juste la couleur de la coquille, rien de plus. Le jaune d'œuf peut aussi avoir une apparence différente, jaune ou orange. Sa couleur dépend de la nourriture que consomme la poule. Si son alimentation contient une grande quantité de pigments jaune-orange, alors le jaune d'œuf sera plus foncé. Encore une fois, il n'y a pas d'autre différence que la couleur. Alors, ne t'en fais pas.